La parole aux négresses, Awatiam, troisième partie, féminisme et révolution. Alors que des femmes des pays industrialisés concentrent leurs efforts entre autres sur la recherche et la création d'un discours typiquement féminin, l'Afrique noire et ses filles en sont, elles, au stade de la recherche de leur dignité, de la reconnaissance de leur spécificité d'êtres humains. Cette spécificité leur a toujours été refusée par les blancs colonialistes ou néocolonialistes et leurs mâles hommes africains. Il suffit de jeter un bref coup d'œil sur l'histoire pour s'en rendre compte. Qu'a été l'Afrique au XVe et au XVIe siècle? Le terroir où l'on puisait cette marchandise humaine, l'or noir de l'époque, les esclaves éparpillés en Amérique et aux Antilles. Il ne s'agit point de dire « Sœurs africaines, faites attention, la lutte des femmes des pays industrialisés n'est pas la nôtre », mais tout simplement de rappeler, quoique certaines en soient conscientes, que notre lutte à nous, femmes noires, ne se situe pas toujours au même niveau que celle des femmes européennes. Nos revendications primordiales ne sont pas les mêmes. En Afrique noire sévissent la polygamie institutionnalisée, les pratiques mutilatoires sexuelles, les mariages forcés, les fiançailles d'enfants. Il est vrai, par ailleurs, que les femmes noires ont à combattre les mêmes fléaux que leurs sœurs européennes. Il s'agit cependant de distinguer deux niveaux de l'exploitation et de l'oppression des femmes. Premier niveau, celui où l'exploitation et l'oppression sont subies sans être comprises par celles qui en sont les victimes. C'est le cas de bien des femmes africaines traditionnalistes ou non. Deuxième niveau, celui où l'exploitation et l'oppression sont subies, comprises partiellement ou totalement théorisées, et débouchent parfois sur des mouvements de libération de femmes tels que c'est le cas aux USA et en Europe. Mais une mise au point s'impose. Des féministes européennes ont souvent comparé l'oppression et l'exploitation des femmes à celle des Noirs aux USA ou en Afrique noire. C'est ainsi que, dans le message envoyé par Kate Milley aux organisatrices des 10 heures contre le viol, donc organisé par le MLF à Paris en juin 1976 à la Mutualité, l'on pouvait lire, je cite, « Le viol est aux femmes ce que le lynchage est aux Noirs ». Fin de citation. Tout se passe comme si une identification femme égale noir en tant qu'être opprimé et viol, lynchage pouvait avoir lieu. C'est là une méprise. Comparons des choses comparables. Une égalité terme à terme entre femmes et noirs ne saurait être justifiée. On peut être de sexe féminin et de race noire. Si le viol est aux femmes ce que le lynchage est aux noirs, alors qu'en est-il du viol des femmes noires par des hommes noirs? Il est nécessaire, pour dissiper toute l'ambiguïté de la phrase de Kate Milley, de préciser qu'il s'agit de femmes blanches, ce qu'elle ne fait pas. Auquel cas, l'identification préalablement soulignée demeure, mais ne se justifie guère. Où, dans tout cela, se situe la femme noire? Des féministes européennes qui se complaisent à faire cette égalité erronée, problème ou situation des femmes, il faut entendre blanches même si elles ne le disent pas, égale situation de noir, ne semblent pas le savoir. Tout comme celles qui disent que les femmes sont les noirs de l'humanité. Que ou qui sont alors les noirs? Les négresses. Les noirs des noirs de l'humanité? On nous dit que les femmes noires n'existaient pas. En fait, elles se trouvent ici niées par celles-là même qui prétendent lutter pour la libération de toutes les femmes. Ce qui ressort de ces interviews, c'est l'état d'oppression, d'exploitation et de frustration dans lequel vivent les femmes négro-africaines. Hormis une minorité appartenant à la bourgeoisie, en l'occurrence quelques intellectuels, la femme africaine, qu'elle soit citadine ou villageoise, qu'elle soit mariée, divorcée ou célibataire, vit dans des conditions déplorables. Pendant la colonisation, la femme africaine subissait une double domination, un double esclavage. Elle était non seulement assujettie aux colons, mais encore assujettie à l'assujetti du colonisé qu'était l'homme africain. Après la période coloniale, elle se trouve confrontée à des problèmes de plus en plus grands. Séquelles de la colonisation, la décolonisation ne s'étant faite qu'en apparence, tendance à l'acculturation.
Elle est toujours sous le joug de l'homme, père, frère ou mari. Désirée, elle est l'objet de la satisfaction sexuelle du mâle et fait partie de son apparat d'aisance. En un mot, elle est potiche et boniche. Revenons à la période coloniale. Le statut réel de la femme négro-africaine n'était-il pas identique à celui de l'afro-américaine, de l'Amérique esclavagiste ou de l'antillaise? Tout comme l'afro-américaine, la femme africaine n'avait-elle pas à obéir aux caprices sexuels de son maître blanc? Le colon, qui s'étant approprié ses terres, était devenu omnipotent chez elle. Nous ne pensons pas ici le problème de libération des femmes noires en termes de préalable ou de priorité. Et cela dans la mesure où deux aspects de lutte négro-africaine s'interfèrent. Premier aspect, lutte pour une indépendance économique et politique effective. Deuxième aspect, lutte pour la reconnaissance et respect des droits et devoirs des hommes et des femmes par-delà ceux-ci des races. L'un ne doit pas exclure l'autre. Le mieux serait de pouvoir conjuguer les deux luttes en même temps. Cela paraît impossible, pourraient rétorquer les sexistes et les racistes. À cela, nous répondrons. Nous sommes en Afrique avec tout ce que cela comporte comme connotation. Situation coloniale ou néocoloniale, patriarcat, féodalité. En Algérie, en Guinée-Bissau et en bien d'autres États qui ont réellement cru libérer leur pays et leur masse populaire par une guerre de libération nationale, donc les femmes aussi, on constate que, pour ces dernières, la libération n'est pas intervenue. En Algérie, la femme porte toujours le voile et reste confinée dans des tâches traditionnelles de servante, reproductrice et gardienne du foyer. En outre, elle a un rôle non négligeable dans la préservation des mœurs, des traditions, inadaptables ou inadaptées à notre époque. Certes, la femme doit acquérir son indépendance totale. À cet effet, elle devra lutter pour l'arracher à la société. Il faudra qu'elle apprenne à démystifier cette dépendance à l'égard de l'homme, cette aliénation qu'elle a jadis vécue ou qu'elle vit encore aujourd'hui. Elles ont à mener non seulement une lutte de classe, mais encore une lutte de sexe. Cette multiplicité de luttes des femmes, l'américaine Shulamit Firestone l'a bien comprise, qui déclare, je cite, « Pour déraciner effectivement tous les systèmes de classe, nous aurons besoin d'une révolution sexuelle bien plus vaste que la révolution socialiste, qui n'en serait qu'une partie. » Fin de citation, extrait de l'ouvrage « La dialectique du sexe », publié aux éditions Stock en 1972. Les négro-africaines. Dans les anciennes colonies, françaises, belges ou autres, la femme africaine connaît la même situation que celle faite aujourd'hui à ses sœurs du Zimbabwe ou d'Amérique latine. Comme son frère africain, la femme noire ressent les conséquences néfastes, les méfaits désastreux du colonialisme. Mais elle les ressent plus que l'homme, car non seulement elle se trouve confrontée au racisme blanc, à l'exploitation qu'exerce le colon sur sa race, mais encore elle doit subir la domination que l'homme noir ou blanc, du fait du système patriarcal dans lequel tous deux évoluent, exerce sur elle. Parce que colonisée, elle est, au même titre que l'homme noir, soumise à l'obligation de travailler pour le colon. Elle est ainsi exploitée en tant que force productive. De plus, de par sa couleur et son sexe, elle est pour le colon convertible en main-d'œuvre la moins chère. Mal payée par le colon, elle se trouve aussi sous-payée par rapport à l'homme. Dès lors, elle apparaît comme exploitée non seulement en tant que noire, mais également en tant que femme. Mais lequel de ces deux concepts prime-t-il sur l'autre? Le fait d'être noire l'amène, abstraction faite de son sexe, à être esclave du colon. Elle n'est perçue que comme une bête de somme, de même que son frère noir. Mais une différence est vite établie entre eux. Sans doute le colon n'aura-t-il fait que la perpétuer ou l'aurait-il instaurée par sa présence sur une terre qu'il confisque, étant donné que cette différence est également, de nos jours, spécifique à sa société où la femme est aussi en état de sous-estimation.
La femme noire vaut moins que l'homme noir par son travail, selon le colon et le système patriarcal. Cela se traduit concrètement au niveau des salaires et de la considération, de même que dans tous les domaines. Elle n'est valorisée aux yeux du colon qu'en tant qu'objet de la satisfaction sexuelle. Et encore. À ce propos, la soumission de la négresse a été, à l'origine, au sein de la colonie, d'une population métissée. Par le rapport de force dominé-dominant dans lequel elle vit, elle est victime du colon en tant que mâle. Celui-ci est doté du pouvoir de viol psychique et physique sur le peuple colonisé. De par sa fonction sexuelle, la femme noire est parfois perçue par le blanc comme une femme. En d'autres termes, elle serait supposée être femme sans être d'essence humaine. Difficile à concevoir. Nous ne sommes pas loin de l'ancienne conception catholique selon laquelle la femme n'a pas d'âme. Pourtant, là où les colons sont passés, ils ont laissé leur marque. Et cela, tant au plan politique qu'au plan économique et social. Instauration de régimes coloniaux ou néocoloniaux, imposition de monoculture comme au Sénégal où l'agriculture est essentiellement arachidière au détriment de cultures vivrières, ce que dénonce si bien Aimé Césaire quand on lui parle de progrès social réalisé par le colonisateur. Je cite « Moi je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d'extraordinaires possibilités supprimées. » Fin de citation. En outre, il faut noter l'apparition d'une population métissée, si peu nombreuse puisse-t-elle être. Prise de force par le colon, violée ou séduite par lui grâce à quelque artifice, parce que perçue comme objet de plaisir, la femme noire se trouve ravalée à un statut dégradant. Son essence étant niée, que reste-t-il d'elle? Rien. Elle n'est plus rien, ou plutôt elle est réduite à l'état d'instrument. Dans ce contexte, y a-t-il une possibilité d'amour vrai entre le colonisateur et la colonisée, ou une possibilité de rapports humains? L'objet de notre propos n'est point de dire si le colon et la colonisée peuvent s'aimer, mais plutôt de déceler les oppressions et exploitations diverses que celle-ci peut subir dans son rapport à celui-là. Enfin, la femme noire est par rapport à l'homme noir, esclave de colon, l'esclave d'un esclave. Dans l'État colonisé d'Afrique noire, la femme noire ne connaît pas tout à fait le même sort que sa sœur de couleur d'Amérique latine. Le seul point où leurs conditions diffèrent est au niveau de leur rapport au blanc. Dans la colonie en Afrique noire, le blanc est un occupant, un intrus, cependant, tout en étant minoritaire, numériquement, il est en position de force. En Amérique latine, la femme noire est une transplantée. Ici, c'est elle la minoritaire. Et cela par son appartenance à cette race d'esclaves importés d'Afrique noire et parachutés dans les plantations de cacao, de café, pour en assurer la culture. Les Noirs d'Amérique latine sont non seulement minoritaires de par leur nombre, mais aussi par leur force. Ils sont sans armes. En d'autres termes, militairement, ils sont dominés comme les Noirs du Zimbabwe par une minorité blanche. La femme noire d'Amérique latine, appartenant à l'une des classes sociales les plus démunies, ou plutôt à la classe sociale la plus démunie, s'en trouve par là même encore victime. Autrement dit, elle subit une double oppression de par sa couleur et son sexe. Noire, elle est aussi surexploitée en tant que sexe. Elle est sous-payée par rapport aux Noirs d'Amérique latine. Aussi, hormis sa communauté, elle n'a pas de rapport avec les autres classes sociales, constituées essentiellement de blancs, à moins qu'elle ne se marie à un blanc ou qu'elle ne s'adonne à la prostitution. Sur ce plan, la situation de la femme noire intégrationniste, assimilationniste d'Amérique latine est à comparer à celle que décrivent des Noirs comme Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc. Eu égard au contexte colonial ou néocolonial dans lequel vivent les négros africaines, dans quelle mesure peut-on définir un mouvement féminin qui viserait à une mise en question du statut de la femme africaine dans sa société? Mettre en question le statut de la femme revient à mettre en question les structures d'une société tout entière, surtout si celle-ci est de nature patriarcale.
Au problème de la femme se greffent tous les problèmes sociaux, le politique, le culturel, le social, l'économique. Tout est là. Le problème de la femme s'inscrit dans un contexte général. La condition de la femme africaine rappelle celle de sa sœur afro-américaine. Opprimée en tant que femme par l'homme, domination patriarcale, et en tant que force productive, domination capitaliste, la femme africaine doit aussi faire face à la mainmise coloniale ou néocoloniale sur son pays. Nouvelle oppression, la troisième qu'elle subit. Là où l'Européenne se plaint d'être doublement opprimée, la négresse l'est triplement. Oppression de par son sexe, de par sa classe et de par sa race. Sexisme, racisme, existence de classe sociale, capitalisme, colonialisme ou néocolonialisme. 3 fléaux. Le mouvement féminin négro-africain, pour aboutir, doit se fixer pour tâche l'enrayement de ces 3 fléaux de la société. En d'autres termes, la lutte des femmes africaines ne peut nullement s'inscrire dans une perspective qui nierait la spécificité des problèmes féminins et qui ne verrait leur résolution que dans une lutte de libération du genre algérien. Nous ne le ferons jamais remarquer assez. L'Algérie a fait sa lutte de libération nationale à laquelle ont participé les Algériennes. Pourtant, elles ne sont pas libérées. Qui peut garantir qu'une guerre de libération en pays africain entraînera, de fait, la suppression des pratiques de la clitoridectomie, de l'infibulation? Les femmes africaines ne peuvent plus et ne doivent plus laisser les hommes décider et se jouer de leur vie. Un système de vie sociale n'a jamais pu fonctionner sans la participation effective, à un niveau ou à un autre, de la femme. On se repose sur elle quand il s'agit d'éduquer les enfants, d'entretenir une maison, avec tout ce que cela comporte de tâches abrutissantes et ingrates, car répétitives. Quant à l'homme, la tâche qu'il se donne d'assurer le pain quotidien est de loin plus avantageuse que celle de la femme. Sa place au sein de la société est beaucoup plus intéressante. Elle lui permet de s'ouvrir au monde dans son ensemble, de développer ses facultés intellectuelles et physiques par des expériences diverses. On retrouve l'image de la femme-objet dans toute société et à tous les niveaux. Dans les sociétés industrialisées, l'immigré ou l'immigrée est d'abord informé de cet état de fait par la publicité, l'observation de la vie familiale, cellule conjugale et publique. Selon la logique phallocratique, tout cela est naturel. Donc la question ne se pose même pas de savoir si tout ce qui a été posé comme féminin l'est réellement. Quoi de plus normal dans une société où règne le mal? Issus de pays colonisés ou non, les phallocrates se ressemblent et exercent la même oppression sur les femmes. Comment mettre fin à une telle situation? La nécessité de combattre se fait jour chez les femmes. Combat contre un système qui nie la femme dans son existence et sa vérité. Une lutte contre un système, le patriarcat, la phallocratie. Traditionnalisme et révolution se heurtent, se rencontrent. Répulsion, révolte, répression. Elles se chevauchent successivement. Victoires éphémères et échecs provisoires se succèdent. Je cite, « Parfois, les ouvriers triomphent, mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leur lutte est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs. » Fin de citation. Lutter, c'est se battre avec résolution et foi dans une victoire certaine, comme la promesse d'un bonheur prochain et sûr que l'on vivra ou que d'autres vivront. Donc, lutter avec la ferme conviction qu'il y aura un aboutissement positif, en notre présence ou en notre absence. Lutter. Les peuples colonisés ou néocolonisés vivent un dilemme. Il s'agit pour eux soit de se révolter contre un système qui les exploite, soit d'accepter la soumission, l'esclavage. Dans les deux cas, le peuple colonisé en prend plein la gueule. D'abord, dans le cas d'une situation coloniale, les indigènes subissent la présence envahissante et oppressive des colons, présence qui constitue pour eux une agression. Ceux-ci les soumettent à une exploitation sauvage, doublée d'une tentative de déshumanisation.
La présence de ces colons altère nécessairement la situation des indigènes. Leurs mœurs s'en trouvent bouleversées, leur vie désorientée, leur structure sociale éclatée. L'indigène colonisé n'a pas le droit ni la possibilité de se comporter en homme libre. Il vit et agit selon la volonté du colon. En d'autres termes, il est déshumanisé par un tel état de fait. Sa liberté est aliénée. Il est réduit à l'état d'instrument. Le colon s'en servira tant qu'il voudra et dès qu'il n'en aura plus besoin, c'est-à-dire dans le contexte colonial, dès que celui-ci lui sera nuisible, il le supprimera. Cette nuisance se traduit souvent par une tentative de remise en question du colon. Le refus de lui obéir, ce qui déchaîne des forces de répression chez celui-ci. Il abat le rebelle comme un chien enragé. Cela s'est souvent produit. Que l'on se souvienne de l'Algérie, du Vietnam, et cela continue de se produire au Zimbabwe. Pendant le dernier trimestre de l'année 1976, la télévision française nous offrait le spectacle ignoble d'une famille blanche d'Afrique du Sud qui se divertissait aux dépens des nègres. Alors que le père de famille tirait en direction de nègres désarmés transportant des fardeaux sur leur tête, la mère entrait dans une crise d'hilarité grotesque ainsi que les enfants. Ils riaient à gorge déployée, et ce jusqu'aux larmes en voyant les victimes de ce jeu cruel d'étaler à toutes jambes. Le simulacre d'assassinat des nègres en était la cause. Mais rira bien qui rira le dernier. Après ou parallèlement à cette attitude d'abdication, une deuxième possibilité s'offre aux colonisés. C'est la révolte, la lutte armée, l'affrontement du maître de l'esclave. C'est ainsi que l'émission à laquelle nous avons fait allusion ci-dessus se termine par l'annonce de la mort de ce colon sadique et assassin. Il a sauté sur une mine. Cette deuxième possibilité, la révolte des colonisés ou néocolonisés, peut se traduire par une violence inouïe. En ce sens, l'histoire est riche en témoignages. Dien Bien Phu, l'Algérie et plus récemment la Guinée-Bissau, le Vietnam, l'Angola entre autres sont des exemples remarquables. L'homme, ennemi de la femme. Certaines femmes ont tendance à faire une équation entre homme et société, et par voie de conséquence à faire de l'homme l'ennemi principal. C'est le cas de certaines homosexuelles. Il ne nous semble pas, du moins en ce qui concerne l'Afrique noire, que l'ennemi soit l'homme. Certes, dans tout système patriarcat, les institutions sont établies par les hommes, cela pourrait constituer un argument en faveur des féministes sexistes, mais ne devons-nous pas nous poser la question de savoir si l'homme n'est pas aliéné lui aussi? Le fait même de poser un système de valeurs en la défaveur de la femme ne constituerait-il pas l'indice même de son aliénation? L'oppression qu'il fait subir à la femme et qu'il perçoit comme quelque chose de tout à fait naturel, la complémentarité, telle qu'il l'entend, la lui dicte. L'homme de la société patriarcale est un aliéné, donc un être qui n'est pas libre. Un sexe qui en opprime un autre n'est pas un sexe libre. Une société de non-aliénés serait plutôt une société égalitaire. Une société où il n'y aurait ni maître ni esclave, ni dominateur ni dominé, ni colon ni colonisé, ni chef ni subordonné. Cette société-là n'existe nulle part. Il n'y en a eu jusqu'à ce jour que des tentatives et des amorces avortées. C'est à nous de la créer. Pour ce faire, le sexisme est à exclure de notre praxis, de toute praxis de femmes en lutte. Rendre hommage à nos mères. Des coutumes, de la civilisation, de la culture, que pouvons-nous dire? Comment pouvons-nous nous situer par rapport à elles? Faut-il en cautionner la pérennité, ou alors faut-il les juger décadentes et les condamner? Assurément, elles constituent essentiellement ce par quoi un peuple, une race se définissent. Toute culture évolue. Il en est de même de toute civilisation dont des coutumes. Dans le bon ou le mauvais sens. À l'instar des Européens, les populations africaines considèrent-elles leurs coutumes comme barbares? En quoi consiste leur maintien? Comment se sont-elles établies? Il existe un rapport entre les mythes et les coutumes africaines. Est-ce à dire que les coutumes dépendent des mythes et réciproquement?
En Afrique noire, il est difficile de trouver des réponses à ces questions compte tenu de la rareté des documents objectifs sur ces sujets. La plupart des informations que nous pouvons trouver à ce sujet sont le fait de colons, le plus souvent empressés de mettre en fiche les différentes ethnies avec lesquelles ils ont pris contact. Il s'agit soit d'ethnologues, d'anthropologues, de sociologues, soit de simples colons administrateurs civils qui ne se sont guère souciés de rapporter objectivement les coutumes africaines, n'ayant nullement pris la peine de chercher à comprendre leur signification véritable dans les sociétés indigènes. Rares sont les ouvrages objectifs écrits sur l'Afrique noire par les Blancs de l'époque coloniale. La logique colonialiste visait la déstructuration des sociétés africaines traditionnelles et la dissolution de l'ego noir. Par la colonisation, la civilisation africaine a été, sinon détruite, du moins sérieusement atteinte. C'est dans ce sens que, parlant d'elle, Sartre dira, je cite, « Ordre est donné de ravaler les habitants du territoire annexé au niveau du singe supérieur pour justifier le colon de les traiter en bêtes de somme. La violence coloniale ne se donne pas seulement le but de tenir en respect ces hommes asservis, elle cherche à les déshumaniser. Rien ne sera ménagé pour liquider leurs traditions, pour substituer nos langues aux leurs, pour détruire les cultures sans leur donner la nôtre. On les abrutira de fatigue. » Fin de citation, extrait du livre Situation 5, Colonialisme et néocolonialisme, publié aux éditions Gallimard en 1976 par Jean-Paul Sartre. Cependant, malgré cet état de fait, il y a eu des survivances, et cela notamment sur le plan rituel et cultuel. Les crimes que les Européens ont commis à l'encontre de la civilisation africaine n'ont pas été radicaux. Autrement dit, ils ont avorté. Et cela grâce à la survie de certaines pratiques typiquement africaines. En effet, ces survivances n'ont été, entre autres, que la résultante de multiples résistances au plan coutumier. C'est ainsi que, dans l'Afrique noire actuelle, des rites initiatiques sont pratiqués depuis des siècles sans grand changement. Pourquoi cet état de fait ? Une capitulation effective des Africains a pu être notée durant l'époque coloniale dans presque tous les domaines. Mais c'est surtout par les femmes que certaines coutumes ont été maintenues. Rendons-leur hommage. En effet, étant les éducatrices de leurs enfants, nos aînés, nos mères ont été et sont encore de nos jours amenées à véhiculer et inculquer à leurs enfants non seulement certaines croyances et mythes, mais aussi un esprit d'adhésion aux coutumes. Par leur résistance à la destruction de la civilisation africaine, nos mères se sont montrées révolutionnaires. Et pourtant, certains qualifient de conservatrice cette attitude d'autodéfense. Elles ont ressenti le devoir de conserver quelque chose qui leur était précieux, leur patrimoine culturel. Elles ont pris conscience d'un fait, d'une urgence. Il fallait sauver quelque chose, ce par quoi l'Africain se sauverait en tant que tel, la civilisation africaine. Elles s'y sont astreintes, elles y sont parvenues, mais par le biais de pratiques ancestrales. Bien qu'elles n'aient pas eu fondamentalement, au cours de leur servitude, à remettre en question leur rapport aux hommes, nous leur rendons hommage. Négresse. La négresse n'est pas seulement couleur. La négresse n'est pas seulement chair. La négresse n'est pas seulement mère. La négresse n'est pas seulement amante. La négresse n'est pas seulement muse. La négresse n'est pas seulement chanter comme amante, chère amante, chanter comme mère, mère protection, chanter comme couleur, couleur affirmation. Les chansons sur la négresse ne disent point qui est la négresse. Ces chansons ne disent guère ses malheurs, ses joies, ses douleurs, ses espérances, sa vie. La négresse, cela vit. La négresse, femme, cela vit femme. Cela vit cela, avec des combats, des échecs,
des victoires. Femme, négresse, force productive, matrice, combattante. Cela est. La négresse est. Femme négro-africaine, femme du tiers-monde, femme des pays industrialisés, même combat. Citation de Ho Chi Minh. L'émancipation de la femme doit aller de pair avec l'abandon par l'homme de la pensée féodale et bourgeoise. Quant aux femmes, elles auraient tort d'attendre que les directives du gouvernement et du parti leur apportent la liberté. Mieux vaut qu'elles ne comptent que sur elles-mêmes et qu'elles luttent. Un dénominateur commun aux femmes, la violence phallocratique. C'est cette violence qui vous fait croire que vous n'êtes rien sans l'autre, celle qui a la culotte bien garnie, celle qui tient le phallus. C'est cette violence qui tente par quelque moyen que ce soit de vous réduire en inférieur. C'est cette violence violente, dans son expression, qui, par moments, vous met hors de vous pour vous replonger dans votre véritable être. L'être noble et digne qui vous habite, cet être qui, saigné à blanc, se sent blessé chaque fois que le mal se révèle être un authentique phallocrate à votre égard, cet être que l'homme cherche à aliéner ou même à tuer en vous. C'est cette violence misogyne, insidieuse, qui, comme un monstre, peut se présenter sous des dehors divers. Elle peut, sous des apparences mensongères, vous charmer et vous endormir, et peut-être, un jour, vous réveiller ou vous matraquer, ou bien vous assassiner dans votre aveuglement sommeil, dans votre aveuglement charme. Elle est là, cette violence. Elle est le lot quotidien de toutes les femmes opprimées, où que ce soit, quoi qu'elles fassent. Les analphabètes, tout comme les intellectuels, n'en réchappent pas. Ce n'est pas une violence métaphysique. Elle est effective et concrète. Cette violence mâle peut être non seulement brutale, mais aussi subtile. Toutefois, elle reste ce qu'elle est, à la différence de la violence révolutionnaire, elle est une violence esclavagiste. Une violence qui veut la domination de l'autre, la femme. En ce sens, elle peut être considérée en quelque sorte comme un terrorisme. Dans toutes ses formes si décrites, la violence engendre non pas l'humain, mais plutôt sa destruction. Elle a pour nom fascisme phallocratique. Elle est donc à abolir intégralement dans toute société, dans tout groupe social. Dire que les luttes des femmes africaines, des femmes du tiers-monde ou d'Europe sont identiques, risque a priori de faire naître le doute chez certaines et certains. En quoi consisterait cette identité de combat ? En Afrique noire, les conditions matérielles et culturelles ne sont pas les mêmes que partout ailleurs. Le niveau de développement industriel n'y est pas le même que dans les États européens. Cela amène à considérer la condition spécifique des femmes dans les pays du tiers-monde, en Afrique noire et dans les pays industrialisés. Note de l'édition. Ce n'est pas le propos de ce livre de traiter du féminisme en général. Ces informations sommaires s'adressent plus particulièrement aux femmes africaines. Les Européennes. Quels sont les problèmes des Européennes ? Le niveau de développement qu'ont atteint leur société n'exclut nullement qu'elles ne se sentent pas opprimées vis-à-vis de l'homme et exploitées. L'oppression des femmes européennes par les hommes est-elle identique à celle des travailleurs ? Ou alors y a-t-il quelque chose de spécifique ? Il n'y a pas de commune mesure entre l'exploitation et l'oppression que subit l'ouvrier et celle que subit la femme. Expliquons-nous. La femme qui travaille subit, au même titre que l'homme, le système oppressif et exploiteur du capital, davantage même, car le travail féminin est souvent déprécié. Et, par voie de conséquence, elle n'échappe nullement à tout ce que cette situation entraîne. Mais, indépendamment de cela, la femme subit par rapport à l'homme, son mari, son partenaire, son frère ou son père, une autre forme d'exploitation qui est la résultante de son assujettissement au système patriarcal. Les femmes européennes mariées, qui ne travaillent pas à l'extérieur, n'ont pour toute responsabilité que de s'occuper de leur foyer, de faire et d'élever des enfants et de bien soigner leur mari. Cette situation est néfaste en de nombreux points car elle ne permet pas aux femmes de s'épanouir. Le travail de la femme au foyer n'est nullement enrichissant.
De par la répétition de gestes qu'il impose quotidiennement, il se révèle être abrutissant et par là même frustrant. Aux États-Unis, des femmes dans le Massachusetts ont eu la possibilité de voter dès 1691, mais ce droit leur a été retiré en 1780. Elles n'en continuèrent pas moins à lutter et à revendiquer. C'est ainsi qu'en 1840, l'Equal Rights Association réclame pour les femmes et les Noirs d'Amérique l'égalité des droits. La lutte de ces femmes fut jalonnée de grèves, dont une célèbre, celle des ouvriers du textile, qui réclamaient l'égalité des salaires entre hommes et femmes et la journée de travail réduite à 10 heures. Ceci se passait le 8 mars 1857. Depuis, une journée des femmes commémore cette date chaque année. 12 ans plus tard, les femmes s'étaient regroupées en Association nationale pour le suffrage féminin. Celle-ci devait fusionner en 1800 avec un mouvement féministe du type conservateur, l'American Women Suffrage Association, pour donner naissance à la NAWSA, National American Women's Suffrage Association. Le mouvement féministe a eu un prolongement riche en création de groupes et associations féminines dont Shulamit Firestone, après Simone de Beauvoir, a fait une remarquable analyse. Par ces diverses luttes, les Américaines arrivèrent à arracher le droit de vote en 1920, mais très vite, elles déchantèrent. L'obtention de ce droit ne leur octroyait quasiment rien, ce qui déclencha l'apparition de 3 tendances dans le féminisme. Conservatrice, politique, les passionnés de politique, féministe radicale, nouvelle tendance dominante de nos jours. En Angleterre, le féminisme militant débute avec Mary Wollstonecraft. En effet, avec son célèbre ouvrage « A Vindication of Rights of Women », paru en 1792, elle ouvrit la voie au féminisme britannique, ce qui lui valut le titre de pionnière. Il a fallu attendre un siècle et demi après l'obtention du premier droit de vote des Américaines pour voir les Anglaises se regrouper en Société nationale pour le suffrage féminin en 1868, soit 2 ans après que le philosophe John Stuart Mill eut demandé le droit de vote pour les femmes. Les luttes des femmes anglaises se poursuivent et connaissent un regain d'activité avec Emmeline Pankhurst, qui fut à l'origine du Women's Social and Political Union en 1903. Ce mouvement féministe dérangea tellement que la répression alla jusqu'à l'arrestation de quelques-unes de ses militantes, entre autres Emmeline Pankhurst en 1903, Annie Kenney et Christabel Pankhurst en 1905, Flora Drummond et encore Emmeline et Christabel Pankhurst en 1908. Ce n'est qu'en 1918 que les Anglaises obtinrent le droit de vote, et cela avec une restriction d'âge. Il fallait être âgé de plus de 30 ans au moment de voter. Depuis, le mouvement féministe n'a pas cessé de persévérer dans ses revendications. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, il a acquis beaucoup d'ampleur. La France. Signalons Olympe de Gouges et son livre « Les droits de la femme et de la citoyenne » publié en 1791, qui fut guillotiné le 3 novembre 1793. Les luttes de femmes ont ici débuté beaucoup plus tardivement qu'en Amérique et en Angleterre. On note cependant qu'en 1788, le philosophe Condorcet revendiqua le droit à l'éducation et au travail rémunéré pour les femmes, ainsi que l'accès à la politique. Le premier fait marquant est la naissance de la Ligue pour le droit des femmes en 1882. Les mouvements de femmes connurent une grande ampleur en 1934 et furent marqués par le Congrès international des femmes, à Paris, dont le but était la lutte contre le fascisme et la guerre. Et cela suite aux conséquences désastreuses de la Première Guerre mondiale. Ce n'est qu'avec le Front populaire que l'on nota une timide apparition des femmes dans la politique. En effet, 3 d'entre elles furent nommées au gouvernement en 1936. Enfin, en 1945, soit 27 ans après les Anglaises, les Françaises obtiennent le droit de vote.
De cette date à nos jours, elles ont continué à combattre pour leurs droits, pour l'égalité des sexes, égalité qui se traduirait par un salaire égal entre hommes et femmes pour un même travail, l'abolition du sexisme, le contrôle total de la maternité. En France, parallèle au Women's Lib des États-Unis, il existe un mouvement de libération des femmes. Celui-ci n'est pas un parti structuré, ni un mouvement homogène, mais le fait de femmes qui ont ressenti la nécessité de se regrouper pour mener à bien le changement de leur statut. Il existe diverses tendances dans le MLF, trotskistes, psychanalystes et politiques, le cercle Dimitriev, les léninistes révolutionnaires, lesbiennes, etc. Récemment, la victoire la plus éclatante obtenue par le mouvement féministe Choisir, animé par l'avocate Gisèle Halimi, a été de faire voter le droit à l'avortement, à la suite d'un procès retentissant, celui de Bobigny. Le combat mené actuellement est entre autres contre le viol et la façon dont on le juge encore en France. L'Afrique noire. Les Africaines ne sont pas en reste. Les négro-africaines, féministes ou non, ont participé aux différentes luttes menées sur leur territoire, prouvant ainsi qu'elles n'étaient pas insensibles aux problèmes qui s'opposaient à leur pays et à leur société. C'est ainsi que l'on peut, à l'heure actuelle, constater l'affluence des femmes dans les mouvements de libération de leur pays. Même si les femmes noires n'ont pas été à l'origine de ces luttes, encore que cela soit approuvé, mais chaque fois qu'il a fallu se battre pour libérer leur peuple du joug colonial ou néocolonial, elles ont eu vite fait de se rallier aux hommes. C'est alors et seulement à ce moment-là que l'on peut noter une sorte d'égalité entre hommes et femmes. Ils se battent tous deux, concrètement, armes à la main, pour un idéal commun, la liberté. La libération de leur pays. Sur le terrain du combat, la femme court les mêmes risques que l'homme. Maquisarde ou non, elle constitue pour les colons une cible tout aussi appréciable que l'homme. Une telle situation les met sur un pied d'égalité. La mère combat avec le père, la fille avec le garçon. L'homme reconnaît a fortiori le statut d'égal à la femme. Il ne s'agit plus de se poser la question de savoir si elle est trop faible ou pas assez intelligente pour savoir appuyer sur la détente d'un fusil quand il le faut, lancer une grenade au moment voulu ou dissimuler telle ou telle chose où il le faut. La technique de la guérilla est tout aussi recevable par la femme que par l'homme. De même, les tâches sur les champs de bataille sont indifféremment partagées par les personnes des deux sexes. Mais qu'en est-il au juste, une fois la guerre terminée, la victoire en poche? C'est là une question qu'il est logique, sinon légitime de poser, eu égard au lendemain de guerre de libération que le monde a connu ces derniers temps. Une fois la guerre de libération terminée, les choses rentrent dans l'ordre, entre guillemets. Autrement dit, les hommes reprennent leurs anciennes occupations et les femmes de même. Elles n'ont pas pu faire table rase de certaines contradictions, ni même les dépasser, contradictions inhérentes à leur statut dans la société patriarcale où elles évoluent. Elles n'ont pas encore pu se débarrasser de certaines coutumes qui n'ont rien de stratégique, tatouages, voiles, etc. Ce n'est pas une raison pour prétendre que ces coutumes, par leur maintien à l'heure actuelle dans la société, constituent, pour nous autres femmes non européennes, des moyens de résistance face à l'hégémonie sans cesse grandissante du néocolonialisme ou de l'impérialisme. L'exemple de la Guinée. La Guinée a, au lendemain de son indépendance, opté pour le socialisme. Cela suite au non qu'elle a dit à De Gaulle en 1958, au moment où d'autres États africains, par peur de lendemains incertains, lui répondaient par l'affirmative. Ces choix devaient avoir des conséquences importantes pour les masses guinéennes. Il leur imposait des efforts titanesques. Mais qu'en est-il de la femme guinéenne? Il apparaît dans la vie courante comme à travers l'interview collective de Guinéens qu'en ce moment, la Guinée est un État en mutation tout en restant fortement marqué par son passé culturel. Les valeurs ancestrales existent encore. Et, dans certains lieux et milieux, elles prédominent.
Cependant, il y a lieu de souligner que la Guinée est l'un des pays qui inclut dans sa politique l'intégration effective de la femme. Autrement dit, elle est l'un des premiers États à promouvoir une politique d'intégration et d'émancipation de la population féminine. Quand il fallait se battre contre les forces réactionnaires qui voulaient maintenir la Guinée sous domination coloniale, les Guinéennes armées étaient debout. Elles ont combattu l'ennemi. C'est le cas de la brave Mbalia Camara, morte le 9 février 1955, éventrée alors qu'elle était enceinte par une marionnette des colons de l'époque, David Silla. La date de sa mort fut décrétée Journée nationale des femmes guinéennes. De même, la Guinée est l'un des États d'Afrique dont le taux de participation féminine au gouvernement est le plus élevé. Nous pouvons ainsi noter que là où l'Algérie, peuplée de 15 772 000 habitants, ne compte en 1977 que 8 femmes sur 261 députés, la Guinée, peuplée de 4 208 000 habitants, en compte 22 sur 76 en 1975. De même, il y a été nommé une femme ministre aux Affaires sociales, Madame Mafori Bangoura, qui est aussi à la tête des femmes du PDG et qui plus est n'a jamais été à l'école française. PDG, c'est le Parti démocratique de Guinée. Il est aussi à signaler que la représentativité de la Guinée aux Nations Unies est assurée par une femme. On retrouve aussi des femmes dans tous les secteurs d'activité publique. Elles sont ingénieures, pharmaciennes, professeurs, gouverneurs de région, chefs de cabinet ministériel, directrices d'entreprise, etc. Il y a là un souci et un effort vers la femme, mais ce n'est pas tout. On sent chez le peuple guinéen un désir profond de changement. C'est peut-être en ce sens qu'il faut comprendre, non pas à chercher à justifier ou à excuser, toutes les conséquences inhérentes à ce désir. Un changement, s'il n'est pas l'œuvre de réformes à long terme, est nécessairement brusque et brutal, c'est un changement par la révolution. Et c'est peut-être dans cette perspective qu'il faut replacer l'œuvre du régime guinéen actuel avec tout ce qu'il comporte comme grandeurs et faiblesses. On a beaucoup parlé de complots fabriqués et d'assassinats en Guinée. Certains prétendent que c'est un régime dictatorial. N'ayant pas les moyens de la juger objectivement, notre propos n'est pas de faire le procès de la politique guinéenne. Nous pouvons tout de même reconnaître que la condition de la femme y est de loin meilleure que dans d'autres États africains. Pourquoi ? En Guinée, tout se passe comme si le régime de M. Ahmed Sékou Touré s'attelait d'abord à donner aux masses populaires une conscience, une éducation adaptée aux structures sociales et à leurs besoins avant de se préoccuper des autres problèmes. Le président de la Guinée doit être sans doute de ceux qui se disent, je cite, « qui forment la jeunesse et maître de l'avenir ». Fin de citation. De plus, ayant dit non à la colonisation et à toute forme d'impérialisme, la Guinée s'est peu à peu retrouvée coupée des pays industrialisés avant de rétablir récemment des relations avec eux. Progressiste, la Guinée l'est-elle ? Elle semble avoir pour adage, je cite, « la dignité dans la pauvreté plutôt que l'esclavage dans l'opulence ». Fin de citation. Ne serait-ce pas une vision trop limitée que celle qui s'arrête au constat des aspects positifs de l'État guinéen? Cet État qui se veut progressiste n'est-il pas par certains côtés archaïque? Si nous nous posons cette question, c'est en pensant essentiellement aux pratiques de l'excision exercées sur nos sœurs guinéennes. Les femmes y sont à 85% environ excisées. À ce propos, référons-nous au texte de Pierre Henry consacré à l'excision. Je cite, « 84% des filles sont excisées et seulement 8% affirment ne pas l'être. Très faibles sont les pourcentages de celles qui protestent contre leur sort. 12% seulement déplorent leur excision et 35% déclarent ne pas avoir l'intention de faire exciser leurs filles. Ce dernier pourcentage, plus élevé que le précédent, traduit certainement une protestation, mais il convient de le comparer aux 44% qui feront exciser leurs filles et aux 21% qui, n'ayant pas actuellement d'opinion, risquent fort de céder lorsque l'occasion s'en présentera aux sollicitations de la tradition. Fin de citation,
extrait du livre Érotisme africain, publié aux éditions Payot en 1970. Est-ce là une façon de dire que les différentes considérations et analyses politiques ont volontairement fait abstraction des problèmes de la femme à ce niveau? Ou alors est-ce une ignorance du problème féminin? Une analyse historique objective de ces pratiques devrait les révéler comme une atteinte à la condition de la femme et non les camoufler ou les cautionner sous prétexte qu'elles font partie du passé culturel traditionnel et que celui-ci est sacré. La polygamie est un des maux dont souffre la femme guinéenne, bien que la Guinée soit un pays en avance dans ce domaine. En effet, dès 1968, y est entreprise la lutte contre la polygamie. Sékou Touré, le 16 février 1974, déclarait, je cite, « Chez les jeunes qui montrent, on doit créer la haine de la polygamie. » Fin de citation.